Donc Hugo Bernassi, député de la France Insoumise, membre de la commission des lois. C'est notamment pour ça que je suis le texte sur la fonction publique, et également en disponibilité, attaché d'administration au ministère de l'Intérieur. Et je m'occupais des fonctions support pour la police et la gendarmerie. Je faisais la comptabilité sur Chorus. Gonal Robars, donc je suis secrétaire fédéral, assistant politique de Claire, classe pointée pour Interco CFDT. Claire Lecalennec, secrétaire générale d'Interco CFDT, qui syndique non seulement les personnels de la fonction publique territoriale, mais les personnels des ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires sociales et des Affaires étrangères. Sylvie Guinan, direction fédérale des services publics CGT, territoire. Bruno Collignon, président de la Fédération autonome de la fonction publique. Moi, je suis Fédération autonome pour la fonction publique d'État. Et je suis personnel de recherche et de formation. Éric Labrodette, secrétaire général de l'AFA, fonction publique hospitalière. Bien, du coup, ce que je vous propose, c'est de partir à la fois du texte, évidemment du projet de loi de transformation de la fonction publique, voir les remarques que vous pouvez faire, les observations, les oppositions, les éventuelles propositions sur le sujet, y compris sur l'ambiance de discussion autour de ce texte, de dialogue social en tant que tel avec le ministre du SOCT, le regard que vous pouvez porter sur la gestion des ateliers pour mis en œuvre, etc., de la concertation et du dialogue. Ça m'intéresse aussi d'avoir ces aspects-là. Et puis, donc on a une heure et demie devant nous, l'idée étant de aussi voir, selon vous, en mettant de côté le texte qu'on a là, qui nous oblige à rentrer dans une certaine logique, si vous aviez eu à proposer vous-même des évolutions de la fonction publique, qu'est-ce que vous auriez proposé à la place du ministre, dans quelle logique vous vous insérez. Donc je ne sais pas qui veut commencer à pouvoir prendre la parole, et moi-même je n'ai pas fait ce que je vous ai dit de faire, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton du micro pour qu'on s'entende mieux et qu'on entende mieux sur la vidéo. Je ne sais pas qui veut ouvrir la discussion sur le projet de loi et l'ambiance de discussion. Au hasard. Allez. Bon, sur l'ambiance de discussion, ça ne vous aura pas échappé. Donc, 9 organisations syndicales sur 9 n'ont pas validé le projet en Conseil commun de la fonction publique, donc ce qui est quand même déjà un signe fort sur l'équilibre qui n'a pas été trouvé dans le cycle de négociation, entre guillemets. Alors, négociation qui s'étale sur 4 chantiers depuis l'élection d'Emmanuel Macron, quasiment, et qui portent sur des chantiers qui étaient déjà largement ouverts et que nous avions largement abordés en termes de propositions les uns les autres, autour de lois qui sont sorties comme la déontologie, loi de titularisation des agents non titulaires, loi sur le dialogue social, loi sur l'égalité femmes-hommes en 2014, etc. Donc ce n'étaient pas des chantiers nouveaux en termes de sujets, notamment attractivité de la fonction publique, qui se traduit pour le coup par comment dire, les seuls jugements du gouvernement qui pense que l'attractivité doit se traduire pour les employeurs, en tout cas par souplesse de gestion, notamment. Donc évidemment, nous à la CGT, on n'est pas d'accord avec cette vision-là. On pense que l'attractivité, elle va se régler par une amélioration des droits des agents et des obligations des employeurs par ailleurs, choses qui ne sont pas reprises dans la loi. Après, on y reviendra sur la deuxième question, mais je laisserai nos camarades terminer le tour de table aussi. Donc sur le dialogue social, on n'est évidemment pas satisfait du tout, d'autant que dans les articles de loi eux-mêmes, il est question d'un certain nombre d'ordonnances dont les contenus ne nous sont pas proposés, et en tout cas nous n'en avons pas connaissance tels qu'ils nous seront proposés, même si d'après les rapports, on peut évidemment se douter de ce qu'il y aura dedans, et ça ne va pas aller dans le sens de l'amélioration du dialogue social. Voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant là-dessus. Je vais le dire différemment, mais
pas du tout en contradiction. On a eu effectivement une année de concertation sur des sujets prescrits, mais avec, on nous a donc beaucoup écoutés, mais peu entendus. On en sort avec l'impression que beaucoup de choses étaient bouclées d'avance et n'étaient pas négociables, ce qui nous a été dit d'ailleurs aussi à plusieurs reprises, donc on est resté très largement sur notre faim. Les concertations, à notre sens et à l'avenir, devraient faire plus la part aux observations des organisations syndicales, surtout que sur beaucoup de sujets, comme l'a dit Sylvie, on était d'accord. Et donc il n'y avait pas de problème entre organisations syndicales, et les choses qu'on défendait partaient de réalité du terrain, sur le dialogue social, ou les instances de dialogue social en particulier, sur la part qui doit être faite aux fonctionnaires et ce à quoi peuvent servir les contractuels, mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles on a été complètement d'accord et sur lesquelles on n'a effectivement pas été entendu. Et alors, je le dis aussi parce que c'est important, on a un projet de loi qui est partiel, puisque tout ce qui sera traité par ordonnance n'est pas dans le projet de loi, et par définition, et du coup, on n'a pas des réponses à toutes les questions. J'en souligne une, non pas qu'elle soit plus importante que les autres, parce que les trois paquets d'ordonnances, si je peux m'exprimer ainsi, sont importants, mais tout ce qui concerne la formation professionnelle en particulier, quand on parle d'attractivité de la fonction publique, il faut aussi parler de carrière dans la fonction publique et de motivation dans son poste. Et il y a un pan sur la formation professionnelle qui aurait mérité, à notre avis, d'être creusé en amont du texte. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans les auditions qu'on a, notamment celle de ce matin, Olivier Dussopt, le ministre, enfin, secrétaire d'État, a été auditionné ce matin, et en filigrane, ils expliquent qu'en gros, les ordonnances, de toute façon, elles sont en discussion avec les organisations syndicales, et qu'à la limite, c'est normal si nous, le Parlement, voilà, on leur laisse leur marge de manœuvre, comme sur les ordonnances de travail. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi le projet de loi, les ordonnances de Muriel Pénicaud, la philosophie de pourquoi ils utilisaient les ordonnances, ce qui était indiqué, c'était pour donner toutes les marges de négociation possibles, entre le gouvernement et les organisations syndicales. Or là, ce que vous me dites, c'est que peut-être que ce sera le cas, mais en tout cas, au jour où on parle, à l'instant où on parle, c'est pas du tout le cas. Et on ne vous a même pas présenté le début d'une idée de ce qu'il y aurait derrière. Sauf pour la partie égalité hommes-femmes. Ah non, mais ça, c'est pas dans les ordonnances. C'est pas dans les ordonnances. Si, il y a une non, congé alors, maternité. si effectivement... Bah, quand même. Si c'est un détail, il y en a quand même une qui est prévue sur le congé de maternité. Une ordonnance? Ah oui. Je sais pas si c'est... Ah oui, Oui, c'est pas un point de jour de carence. Sur le jour de carence. Ah oui, d'accord. Mais si c'est le cas, si effectivement, alors puisque à l'heure actuelle on est blanc sur ce qui va se passer sur les ordonnances, mais si effectivement on change de mode de concertation, et si effectivement il y a un véritable échange entre organisations syndicales et employeurs quand même, on ne peut pas les oublier, surtout s'agissant de la territoriale, et le gouvernement, si on a une véritable concertation, voire une négociation sur les sujets qui sont sur la table, nous on est preneurs. On comprend que les ordonnances, enfin de toute façon les ordonnances ne nous vont pas, nous non plus, parce qu'on aurait préféré un projet de loi total, global, plutôt que des morceaux de lois, enfin des lois partielles qui arrivent à des moments différents. Mais on est preneur d'une véritable négociation sur les sujets qui sont sur la table, protection sociale complémentaire, formation professionnelle et développement de la négociation collective. Ça, oui. Et je vous le livre tout de suite dans le débat, parce que c'est un autre truc qui nous est raconté. J'ai fait un débat à plusieurs voix avec des collègues de LR, du PS, de la majorité, devant l'association nationale des DRH des grandes collectivités la semaine dernière. Et donc la rapporteure sur le texte que vous avez déjà rencontré, Émilie Chalas, a expliqué qu'elle était très heureuse parce que le gouvernement lui avait dit voilà c'est un début de texte, et maintenant c'est à vous, Parlement, de le gonfler, de l'étayer, etc.
Du coup, on peut quand même raisonnablement douter sur le fait que ce soit le cas, puisque ça a été c'est la même chose qui vous a été vendue et qu'à la fin... On va espérer que vous aurez plus de chance que nous. Moi j'espère plus grand chose, mais en tout cas pas à ce niveau-là. Mais... Juste peut-être pour apporter des éléments de réponse complémentaires à ceux proposés par la CGT et la CFDT, mais qui ne seront pas discordants du tout. Et j'ai la faiblesse de penser que si nous avions été 9 organisations représentatives autour de la table, il n'y aurait pas eu de points forts de discordance. Quand on regarde de manière assez précise ce que le Premier ministre avait mis en avant le 13 octobre 2017, lorsqu'il a lancé Action publique 2022, puis à l'issue du premier comité interministériel de la transformation publique, le 1er février 2018, quand on regarde les propositions, y compris celles qui avaient été mises sur la table dès le début des discussions vis-à-vis de l'ensemble des organisations syndicales, les éléments que vous retrouvez aujourd'hui dans le projet de loi de transformation de la fonction publique sont la transposition exacte des éléments qui nous ont été présentés il y a 15 mois. On y retrouve la minoration des prérogatives des CAP, la fusion des instances que sont les CT, CHSCT. Je ne vais pas ici faire la liste exhaustive, y compris mes collègues compléteront, puis comme vous l'avez, je crois, très bien présenté, c'est aussi un moment d'échange et de débat très très libre. Donc pour nous, la question de fond, c'est à quoi ont servi ces 15 mois d'information, parce que nous considérons que nous avons été dans une relation d'information, c'est-à-dire que la volonté du gouvernement, et nous on ne niera pas qu'il n'y a pas eu cette volonté clairement affirmée de vouloir nous convaincre que le seul projet qui pouvait tenir la route, qui était attendu par les usagères et les usagers, et in fine par les agents publics, c'était celui proposé par le gouvernement. 15 mois pour nous convaincre de ça. Des réunions bilatérales, à caler quand même dans l'agenda d'un secrétaire d'État pour 9 organisations syndicales, au moins à 2 reprises. Nous, on note quand même que d'un point de vue quantitatif, il y a effectivement eu cet effort-là de fait. Sur la dimension qualitative, rien n'en est sorti. Le résultat, c'est que les 9 organisations syndicales qui pèsent quand même peu ou prou 2 500 000 agentes et agents, c'est les résultats du 6 décembre dernier, ont de manière unanime refusé le projet en l'état. Pour ce qui nous concerne, nous avons déposé un seul amendement qui consistait à demander le retrait du texte et l'ouverture de véritables négociations respectueuses des organisations syndicales. D'autres ont fait le choix d'un travail d'amendement que nous respectons profondément. Vous le savez, en tant que parlementaire, rédiger des amendements, c'est un travail complexe. J'ajoute, parce que nous l'avons dit également en séance plénière du Conseil sup, de la territoriale et du Conseil commun, il y a un travail énorme qui a été fait par les directions générales. La DGCL pour la territoriale, la DGAFP pour les 3 versants. Parce qu'à chaque amendement, il y a une réponse de fond sur pourquoi l'amendement était par ailleurs satisfait, pourquoi est-ce qu'il n'était pas retenu. Vous connaissez la suite, au final 24 amendements ont été intégrés dans leur version initiale ou quelque peu modifiés. Ça veut quand même dire qu'au bout du bout, on a bien touché là la limite du dialogue et surtout du respect des partenaires sociaux que nous sommes. Alors pour la suite, nous, le fait que les ordonnances nous engagent sur des enjeux quand même comme la protection sociale complémentaire, comme la santé au travail, comme sur d'autres aspects qui ont été rappelés par Claire et par Sylvie, nous on est très très dubitatifs. C'est pas une intention, on continuera à participer. La Fédération autonome a participé à toutes les réunions qui ont été planifiées, on n'était pas les seuls, en clair on n'était pas dans une position de boycott ou d'opposition frontale parce que c'est le gouvernement en place. Mais force est de constater que ça n'a servi à rien. Bon, vous voulez qu'on rentre dans le cœur du texte? Juste un bémol, alors je le soumets à l'appréciation de mes collègues. Il y a un léger recul, nous semble-t-il, du gouvernement sur la rémunération individualisée. Cela dit, il ne pouvait que reculer, puisque ne donnant pas sur le général, c'est difficile de donner sur l'individuel. Oui. Nous, en élément de langage, puisqu'on est beaucoup là-dedans quand même, hein, le secrétaire d'État ne s'en est pas privé, c'est pas du tout en opposition avec ce qu'il vient de dire Claire, nous on est sur la théorie du coup de bâton. On a une loi qui nous propose 50 coups de bâton tous les matins pour les fonctionnaires. Nous, on est convaincus que c'est pas parce qu'on va passer de 50 à 40 coups de bâton qu'on va trouver que finalement ce projet de loi est satisfaisant ou qu'on va amoindrir la dureté du bâton. Voilà, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais l'analyse qu'on en fait aujourd'hui, c'est que quand on demande le retrait du texte, c'est pas dogmatique, c'est pas une opposition frontale, c'est dire que nous pensons, l'analyse que nous en faisons, ce texte aujourd'hui remet en cause des pans fondamentaux aujourd'hui du statut et in fine avec des conséquences non négligeables sur le service public. Claire a raison de dire qu'on a senti qu'il y avait, c'est tout le jeu d'ailleurs de la discussion, quelques concessions par-ci par-là, mais de notre point de vue,
les coups de bâton demeurent trop nombreux et quand bien même il n'en resterait plus qu'un, ça ne serait pas satisfaisant pour la fédération autonome. Oui, je suis totalement d'accord. Je suis quand même contente qu'on ait obtenu ce recul-là, parce qu'il était, lui aussi, c'était un recul qui nous tenait à cœur, d'arrêter avec des rémunérations individualisées, alors qu'on travaille souvent en collectif, le plus souvent en collectif, et que de toute façon, il faut résoudre les problèmes de rémunération collective avant de pouvoir résoudre les problèmes de rémunération individuelle. Donc ce recul-là était quand même intéressant de notre point de vue, mais ça n'empêche pas la proportion que signalait Bruno. Bien. Alors également sur les amendements, la CGT n'a pas fait le choix de jouer le jeu des instances en conseil commun notamment, mais pour mieux le faire en fait dans le cadre d'un contre-débat que j'appellerais un peu comme ça, face au grand débat qui a été proposé par Emmanuel Macron et son gouvernement. Parce que c'est l'occasion pour nous, à travers les amendements aussi, même si c'est un travail très très pointilleux, parce que justement, pour rebondir sur ce que tu disais, nous ce qu'on veut, c'est bien sûr une réforme des lois de la fonction publique, mais qui vont dans le bon sens. Et donc on n'est pas contre pouvoir faire des propositions qu'on formule par ailleurs depuis assez longtemps, mais dans le sens de renforcer justement plutôt le statut des fonctionnaires et des missions publiques. Et le grand débat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il met en avant? Évidemment, et vous le pointez, puisque vous nous posez une question à partir des contraintes budgétaires qui se posent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il met en avant? Oui, les Français demandent une réforme de la fiscalité, mais telles que sont posées les questions, ça ne permet pas aux Français, et notamment aux Gilets jaunes, de s'exprimer véritablement sur le fond de ce qu'on réclame, et qui rejoignent par ailleurs, je pense, de plus en plus, les propositions qu'on peut formuler les uns et les autres en termes de fiscalité et de financement des services publics. Donc en fait, déjà, partir du postulat qu'on est obligé, entre guillemets, de faire une loi de transformation de la fonction publique, parce qu'on est dans des contraintes budgétaires excessives, c'est entériner aussi le fait qu'on est coincé en menotté, notamment les élus locaux, ce qui est actuellement le cas, effectivement, mais de par un certain nombre de réformes, et notamment aussi les réformes territoriales, qu'il faut mettre en lien et en parallèle et au croisement de tout ce qui est porté dans cette loi. Donc, pour aborder le budget de la fonction publique déjà, je pense qu'il faut déplacer le curseur et le viseur vers quels sont les services dont la population aujourd'hui a besoin, comment on les traduit, quels biens communs on met à leur disposition pour répondre à leurs besoins et à l'intérêt général. Ça pose donc effectivement la question essentielle du financement de ces services publics, et nous on appelle ça de l'investissement, et non pas du coût de la fonction publique. Et notamment en matière donc, de fiscalité, notamment impôt progressif, rétablissement de l'ISF, un certain nombre de propositions que par ailleurs vous connaissez aussi et maîtrisez de votre côté, la lutte contre l'évasion fiscale. Et à ce propos, les frères Bouquet font des préconisations, propositions qu'on peut peut-être aussi reprendre, on va voir comment on finalise ça, mais dans certains articles de loi pour amender sur un certain nombre d'aspects beaucoup plus structurants. Quel contrôle des aides de l'État aussi, hein, qui sont données donc, dans le budget d'État, qui pourraient contribuer encore aussi au service des services publics. C'est un choix qui est fait, qu'on respecte. Il faut développer aussi l'emploi privé, mais quelles contreparties aussi sont données à ces aides exorbitantes aujourd'hui? Parce que vu le taux de chômage qui monte, ces aides ne sont pas convaincantes en termes de progression de l'emploi. Donc ça pose aussi la question de la structuration évidemment administrative des territoires et d'une meilleure répartition des compétences aujourd'hui entre l'État, les régions qui prennent de plus en plus de pouvoir et de compétences, les métropoles, les départements, les communes. Pour avoir toujours ce système de démocratie tel qu'on la connaît aujourd'hui, il nous semble, nous à la CGT, que l'outil indispensable à tout ça, au bon fonctionnement de ces structures républicaines, c'est une fonction publique dotée de fonctionnaires. Donc, c'est la palissade que je vais faire, mais au lieu de renforcer le recrutement de contractuels, comme le titre 1 du projet y incite, il nous faut faire au contraire un travail de révision des concours,
comme on le demande depuis longtemps, des grilles et des carrières, hein, parce qu'il faut rendre la fonction publique plus attractive, effectivement. Il faut permettre de mieux respecter les actuels titres qui permettent aujourd'hui justement l'égalité d'accès tant des usagers que des postulants à la fonction publique. Et il faut renforcer donc les obligations des employeurs pour moins de souplesse, au contraire, que ce qui est proposé, et de gestion du statut. Et par ailleurs, je veux vraiment insister sur le fait que le statut aujourd'hui de la fonction publique, notamment son versant territorial, est déjà assez souple pour permettre de respecter la libre administration des collectivités. C'est souvent opposé, mais au contraire, je pense que c'est ce qui permet aussi de la renforcer et de placer l'élu, je vais y revenir, dans une position équilibrée. Il faut donc, je vais insister un petit peu là-dessus, aussi revaloriser en particulier les filières féminines, parce que sur le titre qui concerne l'égalité femmes-hommes, on l'a dit, c'est largement insuffisant, mais en plus, c'est toute la structuration de la fonction publique qui permet aujourd'hui qu'il y ait des inégalités. Je prends deux exemples parlants, le cas des ATSEM, le cas des sages-femmes. ATSEM catégorie C, sages-femmes catégorie A. Dès le départ d'une carrière, le CAP ATSEM donne l'équivalent d'entrée au plus bas niveau de l'échelle de la fonction publique. Le CAP technique, lui, permet d'entrer déjà à un niveau agent de maîtrise. Donc déjà, dès le départ, le décalage est acté. C'est la même chose pour les sages-femmes, dont le diplôme permet de commencer en début de cadre d'emploi, alors que le diplôme d'ingénieur, par exemple, ou un diplôme équivalent, va permettre de commencer déjà plus haut. Donc vous voyez qu'après, par la suite, c'est compliqué d'enrayer l'inégalité qui se creuse dès le départ. Il faut insister notamment sur les formations. Dans la fonction publique territoriale, le projet notamment prévoit de fortes remises en cause du CNFPT sur tout son financement. On vous passera aussi les amendements donc, pour creuser un peu plus cette question-là, mais ça nous semble complètement saper les socles de la formation professionnelle continue en particulier, et puis évidemment un sujet qu'on partage aux 9 organisations syndicales sur l'augmentation de la rémunération, le point d'indice et son dégel, alors que par ailleurs il est aussi programmé dans les lois budgétaires et entre les lignes dans le projet de loi. Donc évidemment, la requalification des qualifications et toute une série qu'on pourra décliner plus longuement dans d'autres moments. Par ailleurs, bien sûr, pour pouvoir améliorer les situations des personnels et de la fonction publique dans son ensemble, il faut renforcer les compétences et les prérogatives des instances au lieu de ce qui va nous arriver, c'est-à-dire les démanteler quasi complètement. Alors c'était CHSCT, on ne va pas refaire le laïus sur l'importance de ce qu'on a gagné, notamment en termes d'expertise et de droit d'intervention par les CHSCT en 2014. Donc c'est vite remettre en cause les moyens qu'on avait gagnés d'améliorer les conditions de travail, et notamment les études sur les accidents de service qui pouvaient être incombés au service. Et les CAP, évidemment, on l'a déjà implémenté, toutes privées quasiment de toutes leurs compétences en termes de mobilité, de mutation, etc. Derrière, ça va conduire à ce qu'effectivement la souplesse elle soit plus que large dans toute la fonction publique. Donc, pour la CGT en tout cas, le statut de fonctionnaire, vous l'avez compris, il doit être renforcé, et notamment parce qu'il est bon pour la population, parce qu'il est bon pour les agents et parce qu'il est bon pour les élus à tous les échelons. Il permet et il garantit aux élus la déontologie, il permet la formation, d'avoir des agents formés en droit public, il permet d'avoir le sens de l'intérêt général, il permet la continuité de service, il permet l'indépendance, et donc il protège l'élu de toute velléité qui pourrait dire il sert des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Donc nos amendements, on vous les fera passer, on pourrait avoir l'objectif de rétablir le sens de cette fonction publique-là. Et la question qui vous est posée à vous, groupe parlementaire, si je puis me permettre aussi, c'est comment on peut agir, quel sens et quels amendements politiques peuvent être portés éventuellement pour aussi poser les questions de financement, de fiscalité
et puis de lutte contre les évasions fiscales, notamment sur le renforcement des agents des finances publiques qui ont été fortement massacrés, je ne trouve pas d'autre mot, ces dernières années. Voilà. Donc aussi également une réflexion sur les réformes territoriales en cours, parce que c'est d'importance, Madame Noutré et tutti quanti, et comment on peut instaurer au contraire d'imposition d'une espèce de déconcentration, dont le nom n'est pas dit, mais plutôt imposer et redonner la liberté de coopérer librement entre les collectivités qui le souhaitent. Et donc, cette loi, elle appelle à se mettre en garde aussi contre d'autres projets à venir, parce qu'après le statut des cheminots puis celui des fonctionnaires, c'est aussi celui des parlementaires qui est posé. Et d'ailleurs, dans le grand débat, la question est déjà posée, ne trouvez-vous pas qu'il y a déjà trop de parlementaires? Et quand on étudie la loi, vous allez voir, c'est assez, le lien est assez flagrant. Oui, ce que je disais tout à l'heure, on pourrait se poser aussi sur la question du moment où tombe cette loi dans le calendrier. On rappelle, entre 4 2022 et maintenant, il aurait peut-être pu laisser du temps à ce que cette loi soit avec un vrai dialogue et qu'on puisse aller dans le fond, sachant que les citoyens actuellement demandent plus de services publics. Il y a une crise qui a éclaté en novembre dernier, dont on ne voit pas la sortie, et que actuellement il n'y a pas de réponse politique donnée, ou encore on n'en est pas là. Donc pourquoi aller dans une précipitation aujourd'hui et pas avoir vraiment pris le temps du dialogue et de vraiment avoir les conclusions de ce grand débat qui a été lancé il y a maintenant 2 mois et demi. Une petite idée de la réponse, mais... Non, mais moi je vois passer toutes les lois depuis le début de cette mandature, et il y a juste des points communs hyper flagrants. Je peux vous parler du projet de loi justice. Ça a été des chantiers qui ont été mis en œuvre, 4 chantiers, pendant 10 mois, 12 mois, avec tous les professionnels, des garants du chantier qui font la synthèse, machin. Et à la fin, le projet de loi, c'est quoi? C'est ce qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, qui était déjà rédigé en 2017. Fin de l'histoire. Mais à la limite, ça a sa légitimité. Et lui-même, on l'a dit, redit, j'ai été élu en 2017 sur un programme, donc j'applique mon programme. Le raisonnement paraît implacable. Mais il ne peut pas quand on arrive à se confronter avec l'autre, et en même temps je veux dialoguer avec tout le monde et écouter tout le monde et prendre toutes les bonnes propositions, et là il y a une contradiction majeure et ça ne fonctionne pas. Finalement, je crois que c'est plutôt et surtout une stratégie de conduite du changement. C'est ce qu'on nous apprend en bon manager dans les IRA, par exemple, la conduite du changement. Voilà, on est là-dedans, il faut travailler l'acceptabilité, donc il faut expliquer la réforme pour qu'elle puisse mieux être admise, et c'est tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. Ils vous ont expliqué, pendant 15 mois, ce qu'ils allaient faire pour essayer de vous convaincre, ce qui peut être tout à fait louable, mais qui n'empêche pas qu'il y ait des contradictions que vous avez pointées, j'imagine, admirablement, puisque vous avez été les 9 organisations à ne pas valider le projet. Je vous propose peut-être qu'on rentre dans le détail de certaines dispositions concrètes. Je pourrais revenir à la fin sur ce que comment on analyse le texte en tant que parlementaire de la France Insoumise, je le ferai avec plaisir. Et si on peut rentrer d'abord dans le détail du texte et à la limite au fil de l'eau égrener vos contre-propositions, pas forcément, encore une fois, je le dis très tranquillement, pas forcément dans la logique du texte. Grosso modo, pour vous le dire directement, nous n'aurons pas de stratégie d'amendement de repli pour ce qui concerne le groupe parlementaire. D'une part parce que d'autres groupes le feront, je le sais, et que dans l'hémicycle on défendra conjointement avec les autres groupes qui font des amendements de repli. Comme tout à l'heure vous parliez d'individualisation de la rémunération, ils sont reculés, etc. Au moment où il faudra lever la main pour voter pour ou contre, pour que ce soit moins pire, on sera présent. N'empêche qu'on ne s'attellera à faire que soit des amendements de suppression sur les cas les plus problématiques du texte, c'est-à-dire une grosse partie du texte, il y a des trucs égalité femmes-hommes, etc., pris en compte du handicap, qui pour le coup là on va y être favorable, mais on va chercher surtout à faire des amendements de proposition sur comment on pourrait renforcer le service public, la fonction publique, et permettre aux agents d'avoir les meilleures conditions de travail et la meilleure service rendu aux usagères et aux usagers. Peut-être
Fédération autonome, CFDT. Juste un point d'ordre, est-ce qu'on procède par ordre de priorité ce qui nous intéresse ou dans l'ordre du texte? Non, par ce qui vous intéresse. On va pas se bloquer sur le texte. Tout le temps, ça c'est difficile. Enfin, Par ordre de priorité, j'imagine qu'il y a la contractualisation dedans. Un peu. Je ne sais pas ce que va dire Claire, mais. Et puis la réforme Oui, bien sûr. des instances CAP, fusion CT, Oui, voilà. CHSCT. etc. mais effectivement, si on va par ordre de priorité, on va d'abord parler du renforcement, enfin de l'élargissement du recours au contrat, qui est le point qui nous contrarie le plus pour ce qui nous concerne, mais je ne suis pas sûre que ce ne soit pas partagé. Avec deux objets, un objet contrat de projet et un objet renforcement des recrutements de contractuels à temps non complet dans la fonction publique territoriale. Et je vais commencer par là parce que ça pourrait être un point de détail ne concernant qu'un versant, mais pour nous il a une importance énorme. Puisque le territorial, c'est quand même une bonne partie des effectifs de la fonction publique. Ce n'est pas les agents publics les mieux lotis, c'est même ceux qui sont le plus en catégorie C. Et là, on nous prépare une disposition qui fait que toutes les communes, toutes les collectivités pourraient recruter des agents à temps inférieur à 50% sur un statut de contractuel. Alors ça, c'est vraiment pour nous la double peine et la disposition qui va le plus en contradiction avec tout ce qui nous semble acceptable. On ajoute à la précarité d'un salaire inférieur au mi-temps la précarité d'une durée de contrat courte, enfin d'un contrat en tout cas, et on est en complète contradiction avec ce que Sylvie disait sur la nécessaire continuité du service public. Et pour avoir continuité du service public, il faut bien entendu des agents qui soient un peu eux aussi dans la continuité et qui puissent bénéficier de formation et de reconnaissance de leur investissement, tout ce qui n'est pas le cas pour les contractuels. Donc là, c'est vraiment le premièrement de l'article 10 du projet de loi qui est, enfin un bout du premièrement qui est à supprimer. Et nous, au contraire, je ne vais pas plus loin, mais on reconnaît qu'il puisse y avoir besoin de temps non complet dans les collectivités, mais le dispositif qu'on souhaite pérenniser et améliorer, c'est celui justement des fonctionnaires à temps non complet. Et puis comme de toute façon, c'est quand même une position qui n'est pas très enviable d'être à temps non complet, surtout à moins de 50%, on aimerait bien renforcer des dispositions qui concerneraient une possibilité de groupement d'employeurs. Voilà. Donc, voilà, ça c'est. Alors, si vous voulez que je continue sur le contrat de projet, mais je suppose que mes collègues peuvent le faire aussi. Qu'est-ce qui est visé par ces temps non complets concrètement? Alors, on en a parlé à multiples reprises. Ils nous disent que ça va. Alors, c'est en complète contradiction. L'hospitalière, ça ne sera pas l'égalité homme-femme. Alors, et dans la territoriale non plus. Je prends le bon sujet. Oui, non, mais j'appuie. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas à l'hospitalière, mais ce ne sera pas le cas à l'hospitalière, ce ne sera pas le cas à la territoriale. Ce genre d'emploi, c'est les femmes. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et même mieux que le nez au milieu de la figure. C'est famille monoparentale. Voilà. Donc, non, c'est vraiment les... Et c'est en complète contradiction, si on peut mettre le gouvernement en contradiction avec lui-même, sur la lutte contre la pauvreté, parce qu'on est dedans. C'est l'illustration du travailleur pauvre. Et absolument, absolument. Et la lutte contre les contrats courts, parce que rien n'indique, même s'il s'agit de recruter des emplois permanents, qu'il faille le faire sur des contrats de durée correcte, quoi. C'est ouverture au contrat. Donc on sait ce qu'on va trouver au bout du bout. C'est des contrats de, allez, 1 mois pour être gentil, 3 mois, 6 mois, enfin n'importe quelle durée, et toujours sur inférieur à mi-temps. C'est franchement le truc inacceptable. Et alors l'argumentation qui nous a été donnée, redonnée, re-redonnée, c'est ça va être mieux que les vacations qui existent actuellement. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Voilà. Et à notre sens, on n'a pas réussi à s'expliquer là-dessus. Certes, il y a des vacations, certes, on n'a pas le décompte parce que c'est en gros la variable invisible du dispositif, qu'il y a un simple arrêté du maire qui recrute un tel pour
à tant d'heures par semaine, ça ne se voit pas dans les tableaux des effectifs, ça ne se voit pas dans les bilans sociaux, c'est effectivement invisible, mais à mon sens, de ce que je connais, de ce que nous connaissons, c'est pour des remplacements. Donc c'est pas sur l'article 3.3 qui parle des emplois permanents qu'existent des vacations. Donc c'est un argument qui est à côté de la plaque. Et entre nous... Vous avez plutôt juste interdire les vacations et obligé de passer par les contractuels. Mais les vacations sont interdites, sauf qu'après, il faut quelqu'un pour faire respecter la loi. Et là, on a un sérieux problème du fait de l'absence de moyens mis au contrôle de légalité dans les préfectures, et du fait qu'évidemment, ce n'est pas les personnes qui bénéficient, je mets des guillemets, des vacations qui vont faire un recours. Je vais juste intervenir sur ce sujet-là pour l'hospitalière. On sait très bien qu'actuellement, on a énormément de contractuels en fonction publique, donc des familles monoparentales qui se retrouvent dans des difficultés terribles. Mais avec ce projet de loi, on est dans l'opposition avec la concertation sur le grand âge de M. Guébou, qui vient de sortir, où il demande exactement, ce qui a été remis à la ministre de la Santé, où il demande exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'il demande à avoir des moyens humains, des moyens financiers, réévaluer justement tous les postes en catégorie C, comme les aides-soignantes, les ASH, et on est à l'opposé même de ce qui est demandé dans ce projet de loi. Donc c'est un petit peu incompréhensible de la part de ce gouvernement, à la fois de demander une enquête sur le grand âge et l'avenir sur le grand âge, et en même temps avoir ce genre de projet de loi sur la fonction publique. D'autant plus qu'on sait qu'actuellement, on a d'énormes difficultés de recrutement dans les IFAS, les instituts de formation d'aides-soignants. On n'arrive plus à trouver personne qui veut travailler pour 1 200 € la journée, le week-end, la nuit, s'occuper de personnes âgées, avoir 12 minutes pour faire une toilette. Enfin, la concertation, justement, le dénonce, on est totalement dans l'opposition. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est assez incompréhensible sur les emplois et sur les contracteurs. Vous avez de la chance parce que cette disposition-là, quand même, n'est prise que pour la territoriale. On a beaucoup. Le problème, c'est dans l'hospitalière, on a beaucoup de contrats d'une semaine et d'un jour. Ça se voit aussi. Avec des gens qui sont sous-qualifiés, qui ne sont pas formés. Juste que je rappellerai pour les juristes, c'est vrai que le CHSCT, on en parlera tout à l'heure, mais que ce soit l'article 41-21-1 jusqu'à 41-5, oblige quand même l'employeur à tout mettre en place pour la sécurité de ses agents. Et l'État restant le plus mauvais employeur en France. D'autant que les temps incomplets, ça concernait et ça avait du sens dans les communes de moins de 1000 habitants. Dans les petites mairies, les secrétaires de mairie, etc., qui cumulent plusieurs emplois. Donc la loi en 84, elle avait déjà prévu cette situation en disant, ben voilà, vous pouvez exercer en tant que fonctionnaire à temps incomplet, tout en étant titulaire, ce qui n'existait pas à l'État. Mais quelque part, entre guillemets, en échange, statutairement, c'est le centre de gestion aussi qui garantit un certain nombre de choses et qui renforce leurs droits, qui garantit leurs droits. Et là, justement, dans le projet de loi, les centres de gestion sont mis à mal aussi, avec des projets de fusion qui sont énoncés, et y compris des compétences, là encore, qui vont diminuer. Donc, j'arrive pas à me faire trop un avis complètement tranché sur la fusion des centres de gestion. Par principe, je me méfie toujours quand il y a fusion, je dis que vous aussi. Mais dans l'absolu, je ne désespère pas que des fois ça puisse être plus intelligent de fusionner les choses avec plus de moyens et de les fusionner parce qu'il n'y avait pas de raison de les morceler de la sorte. En fait, j'en sais rien pour le centre de gestion, donc si vous avez des éléments pour m'éclairer, même si vous n'êtes pas d'accord, mais au moins pour éclairer la situation, ça m'intéresse. Le problème, c'est que ça prépare quand même les fusions des départements et métropoles qui ne sont pas forcément une bonne chose non plus, pour la structuration administrative de la France. Ça, j'ai un avis sur le sujet. Et que une instance qui fusionne avec une autre, elle devient plus grande. Là, on sait très bien qu'il n'y aura pas de moyens supplémentaires, mais surtout, elle éloigne l'agent de ses droits et puis l'élu de ses réponses. Oui, parce qu'on a aussi eu l'occasion de rencontrer les deux parlementaires qui ont été saisis sur le sujet, M. Develay et M. Savatier, sur la thématique CNFPT, centre de gestion. Alors, il y a des exemples de centres interdépartementaux de gestion dont on peut penser qu'effectivement, là, il y a des choses intéressantes à creuser, peut-être. Après, est-ce que c'est transposable partout? De la même manière, quand le sujet est abordé de manière intelligente.
et en mettant en débat tous les aspects de la discussion. Nous, on n'est pas sur une position dogmatique, mais d'ailleurs, je crois pouvoir dire que personne autour de la table ne l'est, en disant il faut surtout pas, ou il faut à tout prix, fusionner ou pas fusionner les centres de gestion. Mais la proximité territoriale, pour nous, demeure effectivement un élément essentiel. Et là encore, c'est quelle est l'intention qu'il y a derrière tout ça. Sylvie l'a dit, quand on reparle de la loi MAPTAM, de la loi NOTRe, moi je reparlerai volontiers aussi de la réforme des collectivités territoriales de 2010. Jamais une évaluation fine n'a été conduite des conséquences de ces lois quand même fondamentales hein, sur la fonction publique de proximité territoriale, conséquences pour le service public de proximité rendu. Jamais une évaluation fine a été conduite, jamais. Pourtant on était quelques-uns à l'avoir réclamé, y compris au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Deuxième volet, jamais une étude fine n'a été conduite sur l'impact sur les agentes et les agents concernés. Parce qu'on va se le redire, 78% d'agentes et d'agents de catégorie C, dont certains à temps non complet, qui émargent donc à des niveaux de rémunération qui sont forcément un peu compliqués à gérer au quotidien, et à qui on dit tout d'un coup, mutualisation oblige, votre lieu de travail va peut-être être un peu plus éloigné de votre lieu de résidence. Quant aux modalités pratiques qui vont vous permettre de rejoindre votre nouveau lieu de travail, vous comprendrez bien que ce n'est pas forcément au cœur du débat. Ben là, on considère que la limite de l'exercice, elle est atteinte. Et juste pour conclure, pour ce qui nous concerne au niveau des contractuels, on nous parle de libérer les énergies, de rendre beaucoup plus de souplesse, l'association des DRH, les associations de DRH, le reste. Hein. Vous avez besoin d'agilité aussi. Voilà, tout à fait. On rappelle juste qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, 20% de l'emploi en France quand même, on a déjà pratiquement 1 million de contractuels. 1 million. Donc 67% sont des femmes. Alors, s'il y a blocage, nous on ne voit pas où il est. Alors on dénonce le fait qu'il y en ait 1 million, on considère que notamment les emplois permanents tenus par des contractuels, c'est pas prévu par le statut en règle générale. Bien. Et qu'on nous dise qu'il faut encore augmenter, la question qu'on pose, c'est il est où le bon niveau quoi? C'est 2 millions, 2,5 millions, 3 millions, c'est une toute petite fraction d'agents titulaires sur des missions régaliennes, mais c'est quoi la fonction publique de demain qu'on envisage? C'est quoi le service rendu aux agents et aux agentes pour la prise en compte par exemple de la dépendance? D'autres en parlent ici beaucoup mieux que moi, les sujets sont évidemment très très importants, mais la culture n'échappe pas à cette logique-là, tout comme la santé, je viens d'y venir, et puis évidemment l'éducation, mais il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas d'exclusive en fait, et on considère que les missions de service public, dès lors qu'elles correspondent aux attentes de la société civile, et ça a été rappelé tout à l'heure par mon collègue de la CFDT, la situation à laquelle nous sommes confrontés, d'un point de vue purement sociétal, mérite quand même qu'on s'arrête un moment et qu'on se dise, est-ce que la solution pour le service public de demain est portée par ce projet de loi? Pour nous, la réponse est clairement non. Je vais poser sur les contractuels une question particulière aussi, parce que l'article 7 qui introduit du dispositif prévoit prioritairement que ce soit sur des emplois permanents et de direction. Aussi. Et après, il décline, mais aussi les établissements publics, mais aussi... pourquoi tant de volonté sur les emplois de direction en particulier, selon vous? Sur l'hospitalier, on a déjà, on voit sur mon établissement, on a quelqu'un qui vient du monde financier en tant que directeur financier, mais qui n'a aucune approche globale de la fonction publique hospitalière. On est sur du lean management, les Américains sont en train de faire marche arrière là-dessus, nous on est en plein dedans. Je veux dire, depuis la loi Bachelot, depuis la tarification de l'activité, depuis la nouvelle gouvernance, on a augmenté les strates, et on a besoin de gens justement de contractuels qui viennent de l'extérieur pour redonner un regard plus financier que fonction publique. Donc moi, à mon avis, dans l'hospitalière, on est là-dessus. Complètement. Et d'ailleurs, du coup, ça amplifie la chose, mais c'était déjà permis pour les communes de plus de 80 000 habitants. Ce qui est un non-sens total, parce que c'est justement à ces postes-là, DG, DGS, qu'il faut absolument des fonctionnaires nantis de formation sur la fonction publique quand même, c'est un minimum. Et effectivement, c'est toute une histoire pour aller sur le lean management. Et ça va avec ce que tu disais aussi, c'est-à-dire que si le stock, c'est les titulaires, et puis le fluide, c'est les contractuels, on passe d'une fonction publique de fonctionnaire à une fonction publique de contractuel. Donc ça prépare ça aussi. Alors, si je peux me permettre, vous avez un cas particulier avec le CNUS, où avait été nommé M. Bouzel. Ne cherchez pas, ça règle le problème.
sa nomination avait été invalidée à cause de ça. Comment des petits problèmes particuliers ou personnels peuvent aboutir à une partie d'un texte de loi. Je crains que, notamment au sein de la fonction publique d'État, l'objectif ce soit vraiment de mettre des gens amis du secteur privé qui aujourd'hui ne veulent pas rejoindre la fonction publique parce qu'il y a des contraintes, une déontologie, de pression, etc. Et des rémunérations mesurées. Et un niveau de rémunération mesuré, mais bon, il y en a quand même qui arrivent dans les AAI, c'est pas si mesuré que ça pour aller dans la bonne direction, mais bon, c'est une autre histoire. On s'en prend souvent aux députés, mais bon, il y en a quelques-uns qui émargent beaucoup plus que ce soit la fonction publique territoriale ou hospitalière ou d'État. D'accord, sur cet aspect-là, mais pour aller vraiment jusqu'au bout de l'argumentation, vous défendez tous le statut de la fonction publique par rapport au statut contractuel, disons que c'est une plus-value. Bon, ce qu'on nous oppose dans le discours, c'est oui, mais attendez, il y a peut-être contractuels qui font bien leur travail, et d'ailleurs, ce que m'a dit Olivier Dussopt ce matin, c'est les contractuels sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires. Donc, qu'est-ce que vous m'embêtez avec votre truc de les contractuels font moins bien leur travail que les fonctionnaires titulaires. Je vous le livre pour que vous puissiez aussi peut-être nourrir mes argumentations et avoir que vous aussi vous ayez en tête ce qu'on raconte, mais vous l'avez sans doute déjà entendu sur ces aspects-là. Et est-ce que vous avez, vous, dans vos réflexions syndicales, essayé de comparer avec d'autres pays où on n'a pas de fonction publique de carrière et où du coup on a des inconvénients qu'on n'a pas aujourd'hui en France avec une fonction publique de carrière, notamment peut-être en termes, je sais pas, sur les sujets de corruption, d'atteinte à la probité et autres, sur la capacité plus protectrice du statut, sur la continuité, la mutabilité, qui est un mot qu'on emploie peu souvent, qui pourtant fait partie des principes de la fonction publique et de la française. Enfin voilà, je vous entends. Je peux répondre sur la première partie. Sur la première partie, sur l'emploi des contractuels, en dehors des cas pour les postes de direction. Si on prend le cas de l'éducation nationale, les postes de contractuels, on arrive à les recruter parce qu'ils ont l'espoir d'être titularisés. Un contractuel à l'éducation nationale que vous recrutez sans aucun espoir d'être titularisé, ça donne l'académie de Créteil. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'arrivez pas à le recruter, quel que soit l'emploi, que ce soit technique, enseignant, donc vous arrivez dans une impasse. Donc me faire croire que ce projet de loi vise à ça, je n'y crois pas une seconde. D'ailleurs, il n'y a qu'à s'enseigner dans les rectorats, vous verrez très bien que cette loi ne va rien changer sur le niveau d'emploi contractuel dans l'éducation nationale. Donc dire que c'est ça l'objectif, j'y crois pas une seconde. Parce que vous n'arriverez jamais, avec le niveau de rémunération qu'il y a, à faire croire que vous allez recruter suffisamment de gens qui vont rester suffisamment longtemps avec un niveau de rémunération comme on l'a actuellement. Le seul désir qu'ils ont, eux, c'est l'espoir d'être titularisés, qu'ils soient enseignants ou non enseignants. Effectivement, il y a des contractuels qui font très bien leur travail, ou les contractuels font très bien leur travail, et s'intègrent en général très bien dans la fonction publique. Mais, une fois de plus, est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est-à-dire demain recruter par contrat. À la limite, on pourrait y travailler. Cela dit, actuellement, ces contractuels-là, ils ont encore moins de garanties que les fonctionnaires. Donc, à un moment donné, ils peuvent être tentés de partir ou de faire carrière ailleurs, et après tout, ils auraient parfaitement raison. On va se heurter, enfin on se heurte déjà à une question d'attractivité. Et enfin, c'est ce que disait mon collègue, mais la question est-elle de vouloir, toujours ce qu'on disait au début, des personnels au service de l'État et des collectivités territoriales qui soient à distance suffisante du politique, qui, à cause de leur statut permanent, aient envie de servir l'État ou les collectivités pendant une carrière,
et de bonnes raisons de le faire, c'est-à-dire des garanties autour qui vont avec. C'est pas le cas avec les contractuels. Ou alors, si on ne veut plus de fonctionnaires, travaillons un vrai statut des agents publics avec les mêmes garanties, c'est-à-dire des CDI, avec des progressions de carrière, avec avec les prud'hommes, enfin voilà. Et alors bon, ça c'est pas ce qu'on souhaite, hein. C'est pas ce qu'on souhaite. Et la complémentaire santé. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite du tout. On pense que le statut de la fonction publique, si c'est pour refaire un statut de la fonction publique qui s'appelle Convention collective des agents publics, on voit pas l'intérêt. Par contre, pour les contractuels actuellement là, qui sont déjà à hauteur de 20% parmi les agents publics, eh ben, on demande effectivement les garanties du secteur privé. C'est-à-dire des contrats d'accord, enfin d'accord, entre guillemets, pourquoi pas, mais 24 heures par semaine minimum, mais une prime de précarité, enfin une prime de fin de contrat de 10% de la rémunération totale, etc. Pas plus de 2 reconductions. Enfin, ce qui s'impose aux employeurs privés, il faut à minima l'employer, enfin l'utiliser pour les employeurs publics. Moi, j'ai juste un exemple, mais c'est pas dans l'hospitalière, c'est dans l'État. Je viens de Cherbourg. Donc c'était DCN, on a connu DCN, qui est passé des CNS et qui est devenu Nala Group, avec des ouvriers d'État, qui avaient fait ce qu'on appelle les arpettes. Voilà, donc c'était une certaine qualité, un certain travail, enfin, des gens qui ont des valeurs vraiment sur des valeurs de fonction publique. On a remplacé tous ces gens-là, puisque les arpettes sont partis, ou certains n'ont plus d'avancement de grade, puisqu'il y a de nouvelles sociétés. Et aujourd'hui, on se retrouve, ça sera la même chose à l'hôpital, enfin je parle de mon boulot, mais ce sera la même chose à l'hôpital. On se retrouve avec des gens qui travaillent sur des tuyaux, par exemple sur le dernier sous-marin nucléaire, lanceur d'engin, sur les tuyaux, il y a 300 bars de vapeur, et un ouvrier d'État lui dit « mais tu mets pas de joint torique ?» Il lui dit « tu sais, moi la semaine dernière, je montais des cuisines équipées. » Et bien ça peut paraître une anecdote, mais je l'ai vécu à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des contractuels qu'on embauche sur 15 jours, personne ne veut d'un contrat de 15 jours, personne ne veut d'un contrat de 3 mois. Et en fait, la semaine d'avant, il faisait des cuisines équipées et on lui demande de s'occuper d'une personne âgée, de la faire manger, de lui distribuer de ses médicaments. C'est ça le problème des contractuels. Les valeurs de service public ne peuvent passer qu'au travers d'un statut. Et ces agents de service public sont fiers de ce statut et ils veulent continuer justement à servir sous ce statut-là. Et le contractuel, les contractuels travaillent très très bien, mais on a beaucoup de contractuels qui sont, je dis tout à l'heure, en temps partiel, qui font du ménage, qui sont traités, enfin, l'État ne renouvelle pas les contrats en temps et en heure, comme c'est obligatoire dans le privé, quoi, je veux dire. C'est ça qu'on veut proposer pour avoir une fonction publique exemplaire aujourd'hui. Il faut se poser la question, est-ce que l'État est déjà exemplaire aujourd'hui? Alors, au-delà de ce texte, va-t-il l'être encore plus, quoi. Et est-ce que c'est pas quand même un peu une vraie galère pour les DRH à gérer finalement les contractuels? Alors, comme disait... Il paraît que c'est plus simple, mais... Comme disait Yves Clot, le sociologue, que j'adore, j'ai une phrase que j'adore, qui va très très bien aujourd'hui dans les établissements de santé, au lieu d'avoir des directions des ressources humaines, on ferait mieux d'avoir des directions humaines des ressources. Et on a tellement multiplié les strates dans l'administration, qu'on en est aujourd'hui à avoir des gens qui commandent, avoir plus de gens qui commandent que de gens sur le terrain. Alors oui, c'est une galère, les contractuels, pour les DRH. Mais en même temps, si on travaille sur l'absentéisme, sur les risques psychosociaux, sur la qualité de vie au travail, il y aura moins de contractuels. Et pour revenir sur une remarque sur ce que disait ma collègue, quand on fait le corollaire avec le privé, le contrat de mission va être en CDD pour, alors qu'il est en CDI. Alors qu'il est en CDI. À la limite, c'est moins hypocrite. Alors attendez, ouais, ça, exactement. Puisque quand on connaît son fonctionnement dans le privé et l'imagination qu'ont justement les DRH pour arriver à les renouveler ou à les faire traîner dans le temps, je suis sûr qu'on aura la même imagination dans le public pour arriver à les faire traîner. Oui, bah, de toute façon, c'est pas à vous, je vais expliquer qu'au départ, la loi Sauvadet, qui était faite pour résorber la précarité, passer les CDD au CDI, a juste eu pour effet qu'au bout de 6 ans, on vous dit au revoir, quoi. Voilà, on ne vous CDIse pas, on vous dit au revoir. Non, pas que, mais l'État, par exemple, c'est gagnant à 100% au cas de figure. D'ailleurs, on a même organisé ça, je parle de ce que je connais sur le périmètre de la police nationale, les adjoints de sécurité, qui sont ceux qui sont bleus, tout bleus sur les épaules, là, c'est des contrats renouvelables tous les ans pendant 6 ans. Voilà. Et à la fin, au revoir. On ne vous CDIse pas à la fin. On dit, bah, en gros, vous avez 6 ans pour réussir à passer le concours, hein, c'est ça. Bon. Alors si demain,
ils mettent dans la police, c'est pas ce qui est prévu par ce texte, hein, mais de mettre ces gens-là en CDI, ouais, c'est pas exactement. Bon, bref, c'est quand même des gens qui ont une arme, tout ça. Et puis pour revenir sur le sens du travail bien fait ou pas bien fait, c'est pas ça la question. C'est bien sûr que tout le monde fait son travail le mieux qu'il peut déjà. Donc c'est pas qu'on soit sous contrat ou pas sous contrat, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et donc en plus, on pourrait partir du postulat que tout travail mal fait est forcément dû à une organisation du travail mal faite aussi. Donc on peut remonter loin dans le débat. C'est la question de quel service est rendu. Bien sûr, on peut faire ramasser les ordures ménagères par les sociétés privées, Veolia, etc. Au final, le service est le même, hein. Pas de souci, ça sera très bien fait. Par contre, combien ça va coûter de plus au public? On peut faire traiter l'eau par le privé. Que devient le bien public qu'est l'eau? Et comment on le fait rentrer dans les marchés? On peut faire, comme ça s'est fait dans quelques villes, faire passer les espaces verts au privé. Ben oui, mais l'agent des espaces verts qui aujourd'hui répond au public qui vient l'interroger, il ne le fera plus. L'entreprise espace vert qui va embaucher exclusivement pour couper le gazon et faire la tonte, ça sera pour couper le gazon et faire la tonte. Il n'y aura plus ce lien social qui est aussi dans chaque mission d'agent public. Et puis par ailleurs, ce qu'il y a derrière, entre la différence fondamentale entre le contrat et le statut, c'est que le contrat, on est aliéné par le contrat, d'accord? On n'est pas aliéné par le statut. Le statut, il nous donne des obligations, certes, en tant qu'agent, mais il nous libère parce qu'il nous donne fonctionner, il nous situe comme fonctionnaire citoyen. C'est-à-dire qu'on a le droit de dénoncer des faits qui sont incompatibles avec l'intérêt général. Ce que nous va faire un contrat. Il peut le faire, mais à ses risques et périls quand même. Hein. Vous avez votre contrat qui finit dans 3 jours, vous découvrez qu'il y a un marché public qui n'est pas conforme, mais comme c'est un grand ami de l'élu, le marché public va quand même se faire, et en réalité c'est le fonctionnaire qui en faute, hein, ce qui ne le dénonce pas. L'agent en tout cas, si vous êtes sous contrat, vous êtes un peu menotté, vous voyez ce que je veux dire? Prends l'exemple de Carignan à Grenoble, hein. S'il n'y avait pas eu le statut de fonctionnaire et qu'on en était à un projet de loi qui serait existant quelques années, qui aurait été existant quelques années en arrière, si le contrat c'est la norme, le fonctionnaire ne peut plus dénoncer ce fait. Carignan n'aurait jamais été en prison parce qu'il a fait des malversations avec les marchés publics, par exemple. Donc c'est ça le sens d'être fonctionnaire. Et de quel service? Alors après, c'est vraiment des choix politiques. J'entends le choix qui peut être fait de dire il y a trop de fonctionnaires, il y a ça coûte trop cher, on délègue au privé. Mais en réalité, c'est des faux arguments, parce que ça coûte plus cher quand on délègue au privé. L'intérim qui est toujours en place le démontre, le coût de l'intérim revient plus cher, le coût des externalisations revient plus cher, sauf qu'on répond aux injonctions européennes en disant on baisse les masses salariales. Et aujourd'hui du gouvernement en place. Voilà. Donc c'est vraiment sur le sens de ce que va être rendu comme mission dans les collectivités. Oui, juste un détail, hein, mais enfin, il a son importance sur les emplois de direction dont on parlait tout à l'heure. Tout le monde est contre. Les personnels concernés, enfin, vous avez rencontré les associations de direction. Ah, moins contre. En tout cas, c'est pas hyper vigoureux. Voilà. Bon, alors moi, ce que j'ai entendu et ce qu'ils disent quand même aussi, c'est que ceux qui ne sont pas encore dans ces emplois de direction et qui sont fonctionnaires voient bien que là, ils auront des promotions en nombre très limité, et ça les gêne. Les employeurs territoriaux ont déposé un amendement contre, et nous aussi. Donc en fait, cet élargissement du recrutement par contrat sur les emplois de direction, au moins à la territoriale, moi j'en ai sorti la conviction que personne n'en voulait. Si je peux compléter, les auditions qu'il y a déjà eu, notamment des cadres de la fonction publique territoriale, étaient tous opposés à cette contractualisation. Dans le cadre des auditions, moins dans le l'établissement qu'on a participé. C'était plus timoré, mais en tout cas dans les auditions, oui, ici, ils l'ont tous rappelé unanimement, quasiment. Donc si personne n'en veut,
Si, on nous dit les usagers, les Françaises, les Français le veulent, par la voix d'Emmanuel Macron qui a été élu, je vous le rappelle, en 2010. D'accord, C'est excusez-moi. insupportable quand même. Cette capacité que vous avez à contester la légitimité du scrutin de 2017, c'est. On a été élu un peu pour ça, quand même. Moi, juste, si vous m'y autorisez, en 30 secondes, parce que votre propos introductif, quand même, si j'ai bien compris, revenait sur un argument fort porté par le secrétaire d'État au ministère, auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui nous a également mis en contradiction sur cet aspect-là, en disant mais bon sang, les contractuels finalement font parfois au moins aussi bien que les titulaires, et ainsi de suite. Où est le problème? Nous, on lui a simplement renvoyé la question, en disant mais alors, pour le coup, si finalement il n'y a pas vraiment de différence, où est le problème de maintenir des gens sous statut? C'est quoi, au fond, la vraie difficulté? En fait, quand vous y regardez d'un peu plus près, les deux enjeux majeurs quand même, et on l'a vu le 6 décembre dernier, regardez par curiosité les statistiques de la DGCL, puisqu'on parle du versant territorial, en particulier sur ce sujet-là. Les commissions consultatives paritaires mises en place pour la première fois le 6 décembre. Regardez les difficultés que nous avons toutes et tous eues. Je ne dis pas que c'est un problème autonome. Voilà, les 9 organisations syndicales ont été confrontées à un vrai problème pour constituer des listes et convaincre les électrices et électeurs qui, par définition quand même, sont sans doute celles et ceux qui ont plus besoin d'être défendus, accompagnés dans le peu de droits qu'ils ont. Regardez le flop, je pèse mes mots, qui a entouré les élections au niveau des CCP. Alors si c'est ça le dialogue social de demain, porté par l'actuel gouvernement, en disant finalement, c'est vrai que les instances c'est un peu lourd, c'est vrai que les syndicats sont parfois des empêcheurs de tourner en rond, finalement l'option CCP, c'est une option qui peut être intéressante. Deuxième sujet, le taux d'emploi des seniors dans le secteur marchand et dans le secteur privé, et dans le secteur public. La fonction carrière de métier, et que nous défendons nous sur la front d'une fonction publique de carrière, ça oblige quand même l'employeur public à avoir une démarche d'accompagnement de celui ou celle qui, pendant sa vie professionnelle, a été ASM, aide-soignant, aide-soignante. La liste est malheureusement trop longue. Mais l'obligation de l'employeur public, c'est d'accompagner cette personne-là jusqu'au moment où elle fera valoir ses droits à la retraite. Regardez le dernier rapport annuel sur l'état de la fonction publique, excellente publication de la DGAFP, très objective, en tous les cas de notre point de vue. Le taux d'emploi des seniors, en cas le pourcentage de personnes qui sont en activité au moment de faire valoir leur droit à pension, notamment sur la CNRACL, est supérieur à 98% dans la fonction publique. Vous connaissez que le nombre des seniors dans le secteur marchand, il est inférieur à 50%. Tout est dit. La vraie contrainte, c'est quand vous recrutez quelqu'un sous statut pour une fonction publique de carrière, eh ben, l'employeur a obligation de trouver et de mettre... Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça marche tout le temps, hein, mais le statut il est là pour ça aussi. Et si ça pèse pas lourd quand même dans l'allongement des durées de cotisation, dans le vieillissement, dans l'absence de prise en compte de pénibilité dans la fonction publique, parce qu'on a évoqué plein de sujets qui pourraient être transposés. Hein, si on devait tout d'un coup défendre l'idée que ce serait la règle du contractuel qui devait s'imposer, ce qu'on n'est pas du tout enclin nous à défendre au niveau de l'AFA. Mais parlons aussi du coup de cet aspect-là, pénibilité. On pourrait débattre longuement sur le sujet. Petite réflexion qui me venait à l'esprit, c'est que quand on défend le statut de la fonction publique ou le service public ou le statut public d'un service, on nous rétorque, bon, ça peut nous arriver qu'on nous rétorque effectivement que ça coûte plus cher, les fonctionnaires, tout ça, machin, on peut faire la démonstration que le privé coûte plus cher, ou quand il coûte moins cher, c'est les gens qui y travaillent qui ont payé le prix. Ou les usagers. Ou les usagers, les deux. Parce qu'effectivement, payer des gens en lance-pierre plutôt que bien les payer, des fois ça fait faire des économies. C'est pas plutôt évident, mais c'est bien de le redire. Néanmoins, il y a aussi des cas de figure où il y a des administrations qui n'ont pas fait preuve de vertu dans leur gestion, très clairement, et notamment dans la fonction publique territoriale, où il n'y a pas tellement de transparence sur l'organisation, et puis les fonctionnaires qui étaient là, même s'ils avaient leur statut, n'ont pas vraiment dénoncé quoi que ce soit, et tout le monde y trouvait son compte. Du coup, la question c'est, est-ce que vous pensez que demain, on doit pouvoir travailler aussi sur la capacité de participation des citoyennes et des citoyens à l'activité de la fonction publique en tant que telle, dans des conseils d'administration, dans des conseils de gestion, on ne sait rien, des trucs où on permette aux uns et aux autres, aux citoyennes et aux citoyens, d'être une tierce partie dans l'organisation du service public. Là aujourd'hui où c'est employeur-fonctionnaire, ou État fonctionnaire. Ça existe déjà. Ça existe déjà dans les CAP. lycées, par exemple. Les CAP en hôpital, vous avez des représentants des usagers. Vous avez la commission des usagers. Vous avez le conseil de surveillance qui a remplacé le conseil d'administration avec des usagers. Tout ce qui est établissement public, oui. Ouais.
Mais dès qu'on sort des établissements publics, on est dans des administrations classiques. Je parle plus personne, quoi. Chez nous, ça existe déjà. Parce que dans les lycées et collèges, vous avez les parents d'élèves qui participent au CA. Bien sûr, bien sûr. Et ils sont partie prenante. Et dans les écoles, il y a les conseils d'école. Exactement. Oui. Je trouve par exemple les services qui sont gérés en régie par les collectivités locales. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'il y ait des usagers ou. Voilà. Donc, après, je tire un peu la ficelle. En même temps, loin, mais en même temps sur un hôpital public, une clinique, vous n'avez pas non plus des usagers. Et voilà, par contre, vous avez des actionnaires. Mais eux, par contre, ils sont là, on va dire. Vous voyez la différence. Et aujourd'hui, il y a comment dire, les conseils municipaux encore, dans lesquels les usagers, c'est pas simple, c'est pas le cas tout le temps, mais dans lesquels les usagers peuvent intervenir sur l'ensemble des questions qui se rapportent à la gestion des communes, donc la fonction publique, effectivement. Les élus qui font leur boulot correctement, et il y en a un certain nombre, ils sont censés quand même exposer un certain nombre de sujets qui touchent tant aux missions qu'ils veulent développer ou pas, ou au contraire fermer. Et puis tant d'informations très régulières sur l'avancement de leurs agents, les budgets qui sont mis à contribution, etc. Donc il y a quand même normalement une vision. Et justement, c'est aussi cette intervention démocratique qu'il faut absolument conserver à l'échelon des communes. Aujourd'hui, c'est un des derniers échelons de démocratie quand même sur l'intervention citoyenne. À la CGT, on propose depuis 2010, depuis donc particulièrement les lois de réforme territoriale, qu'en effet, il y ait bien, parce que là aujourd'hui, tout ce qui est décidé dans les communes, départements et régions est quand même décidé en amont par les plans territoriaux, les schémas de coopération régionale, qui sont décidés par les préfets de région. Et lors de la mise en place de ces instances-là, nous avons fortement demandé qu'en effet, sur les questions d'organisation des services publics, il puisse y avoir une instance organisée avec les citoyens qui pourraient participer. C'est évidemment quelque chose que nous n'avons jamais gagné, qui n'a pas été forcément repris par nombre de groupes non plus. On pense que l'intervention citoyenne, dans tous les aspects de l'organisation des services publics, doit être absolument renforcée, voire créée, tout à fait. Tu veux qu'on aborde la question Des CAP, par exemple. CAP, des instances, CHSCT. Si vous me permettez, je voudrais prendre l'exemple dans le cas des CAP, puisque le but avoué, le but d'après le texte serait de permettre de reconnaître la valeur des agents, et avec les CAP, donc c'est dans le titre 2 qui prévoit la suppression des compétences consultatives des CAP en matière de promotion des corps, de grade et d'emploi. Et on parle de transparence. En fait, quand on lit le texte bien clairement, on vous parlera après que de critères pris en compte pour une promotion de corps. En fait, ces critères, c'est des barèmes. Vu le passage des CAP par corps, pour les faire passer par catégorie. Et ensuite, on les généraliser au niveau ministériel. Donc, je ne sais pas si vous prenez l'ampleur des effectifs que ça peut représenter. D'ailleurs, jusqu'à présent, personne ne sait exactement quel va être le champ des CAP. Personne n'a aucune idée du champ que va représenter ces futurs CAP. Mais en tout cas, ce qui se dessine, c'est que tout se ferait au barème avec des algorithmes. Alors que si je prends l'exemple des personnels de la recherche et de l'enseignement supérieur, nous avons, nous, un système qui permet à l'agent d'avoir un rapport d'activité, le N+1 qui fait un rapport d'aptitude. Vous avez la parité administrative qui étudie ces rapports, ainsi que la parité syndicale. Et on passe plusieurs jours à étudier ces dossiers et à les classer. Donc sur des critères objectifs, en lisant ces dossiers. Or là, ce qui se dessine, c'est que petit à petit, toute promotion ne serait étudiée qu'à travers un algorithme et un barème qui serait fixé par l'administration. Donc je ne vois pas en quoi ça met en valeur
l'engagement des agents et sur quoi on se base pour faire la différence entre l'engagement de telle ou telle personne. Et encore moins les acquis de son expérience professionnelle. Est-ce que vous me comprenez? Parfaitement. Toi, moi Aujourd'hui, les compétences des CAP sont liées quand même aux histoires de mutation, de mobilité, d'avancement, de promotion. Donc, ça veut dire qu'elles servent à encadrer collectivement les droits individuels. D'accord ? Demain, avec le projet de loi, elles ne traiteront plus que de ce qui concerne les situations individuelles en termes de recours, de révision de compte rendu, d'entretien d'évaluation et de discipline. Donc rien qu'en disant ça, on voit bien quand même vers où on va, c'est-à-dire qu'on met l'herbe sous les pieds aux organisations syndicales pour traiter, dans ce cadre-là, des mutations forcées par les restructurations et autres événements liés aux marches forcées en ce moment, des fusions de services et réorganisation. Des situations de demande de mutation à caractère social qui ne sont pas prises en compte et du coup il faut remonter dans le cadre de cette instance. Ça va être le repêchage permanent, quoi. Sans vision globale, sauf que la vision globale, ils vous la vendent en disant attendez, on va vous proposer des lignes directrices. Voilà. Et donc du coup des barèmes. Des barèmes qui existent déjà. Oui, pareil, il y a déjà des et barèmes. qui sont manipulables. CAP, parce que sinon ce serait déjà. Et qui sont manipulables, les barèmes, contrairement à ce qu'on Oui, alors ça montre effectivement une conception du dialogue social qui est, enfin si je reparle des CAP, même si pour nous le sujet de CHSCT était encore plus important, sur les CAP, ça montre une drôle de conception du dialogue social, limitée effectivement aux cas contentieux ou aux cas qui posent problème. Alors qu'effectivement, quand on étudie, alors c'est différent à la territoriale et à l'État, hein, c'est pas les mêmes cohortes, etc. Mais quand on étudie en particulier les avancements de grade et les promotions, plus que les mutations qui sont moins nombreuses, on a pas des barèmes, mais on a des critères déjà, ou des lignes directrices de gestion déjà, mais tout n'est pas mis en équation, quoi. Tout ne peut pas être mis en équation. Donc au moment de la CAP, on a effectivement une faculté à soulever telle ou telle spécificité, à contrôler ce que fait l'administration, et du coup à déminer des contentieux. Quand on est capable d'expliquer à un agent que non, il n'a pas pu être promu parce qu'il y avait tel agent qui devait passer avant lui pour telle et telle raison, l'agent comprend, attend l'année suivante et arrête de se poser des questions, quoi. Demain, ce qui risque de se passer, et en nombre important, c'est qu'on va arriver sur du contentieux. Ce qui est dommage, de mon point de vue, pratique, auprès de gestionnaires d'équipe que j'ai pu être, c'est que l'administration n'est pas en capacité d'expliquer elle-même. Oui, et puis... C'est notre difficulté, parce qu'on n'a pas toujours son syndicaliste sous la main pour pouvoir se le faire expliquer. Et ça, c'est une vraie galère, quoi. Notamment quand vous êtes très hiérarchisé, quand vous êtes le manager de proximité, vous-même, vous n'avez pas l'info de pourquoi votre agent, il n'a pas eu son avancement, sa mutation, son machin, vous ne savez rien du tout, quoi. Et moi, je le savais, j'arrivais à le savoir pour mon service, parce que j'étais par ailleurs syndiqué. Non, mais c'est pour vous dire c'est les rapports. Que ça peut, et après, ce sont ceux-là même, le gouvernement notamment, qui explique que tout ça est un manque criant de transparence, notamment de la faute des syndicats, on croirait avec. Et par ailleurs, la parole du syndicaliste est-elle parfois, quand on a un mauvais DRH, plus digne de confiance que celle du DRH? Si on se remet dans le cadre du projet de loi qui propose la mutualisation de certains centres de gestion, pour les agents qui s'en sont éloignés, qui ne veulent pas, comment pouvoir faire des recours ou autres, expliquer des choses, il va y avoir un problème de proximité pour un certain nombre d'agents aussi. Mais je ne sais pas concrètement, demain la CAP, ok, il y a une ligne directrice, il y a le barème qui est appliqué. Ensuite, il y a une instance qui est mise en place pour les cas les plus problématiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça gèle tout le reste du dispositif de mobilité? Parce que s'il y a un cas problématique et qu'il y en a un qui doit passer devant un autre, faut bien que, tout ça se résout dans la même équation aujourd'hui dans la CAP, au même moment, dans le même listing.
comment ils vont faire? Il n'aura pas gain de cause. C'est la seule solution. Qu'est-ce qu'on vous a dit là-dessus sur la mécanique Ah, vous savez rien. Non, le projet de loi, non. Ce qu'on nous a expliqué, au but de nous convaincre, c'est que c'était quand même une attente forte des employeurs. Bon, il se trouve que beaucoup d'entre eux nous ont dit Pas les territoriaux. Non, mais Là aussi, les employeurs territoriaux ont déposé un amendement pour qu'on change pas. En tout cas, c'est ce qui nous a été avancé. Non, mais à l'État. Mais alors qui ça devient, c'est nébuleux quoi. Peut-être juste. Parce que moi j'ai contacté, ceux de l'éducation, l'éducation nationale, ils gèrent quand même un certain nombre de personnels. C'est pas des petites CAP. Ils n'étaient pas demandeurs du tout, ils n'étaient pas demandeurs, et surtout qu'on a d'autres habitudes dans la gestion des CAP. Non, mais je pense que globalement, les CAP, ça tourne quoi. Ah, ça leur est utile. Oui. Ça leur est utile parce que ça leur sert. On ne conteste pas l'intérêt des CAP, la preuve c'est que ça fait partie des éléments du texte et qu'on a tous pris une position contre. Voilà, c'est en clin d'œil. Mais juste l'argumentaire qui nous a été vraiment opposé, parce que c'est bien connu, on est tous là, alors, si on était 9, on pourrait le dire, on est tous les 9 là, accrochés à ces prérogatives de l'ancien monde, et on ne voudrait surtout pas les voir bouger. Bande de conservateurs. Nous, on veut bien vraiment ouvrir la discussion pour c'est quoi le sens, quel est l'intérêt pour tout, pour le service, pour les usagers, pour les personnels, tout ça, on peut vraiment entamer de vraies discussions autour de ça. Enfin, je dis on, je parle pour nous, mais je ne crois pas avoir compris. Là, vous parlez sur les lignes directrices. Je passe sur. Ça pourrait venir en complément justement sur le fond, voilà. Et puis quand même, ultime argument, et puis quand même les agents sont demandeurs. En tous les cas, pas les 2 500 000 qu'on représente. Voilà. Alors peut-être que les 2 500 000 autres qui n'ont pas voté le 6 décembre ont tous écrit au gouvernement en disant nous on veut vraiment que les CAP soient mises en question parce que ça ne fonctionne pas. Mais nous en tous les cas ce qu'on peut pour les CAP dans lesquels nous siégeons, on a fait la démonstration que certes il y avait évidemment des choses qui méritaient d'être améliorées dans l'intérêt général, mais certainement pas comme ça. Certainement pas comme ça. Et je vais reprendre ici, puisque vous ne m'y invitez pas, mais quand vous faites référence à certaines prises de position sur le fait que finalement ce serait l'absence de transparence actuellement et ainsi de suite, moi je reprends très tranquillement, lui adresser une lettre ouverte. Madame Émilie Chalat, nous rencontrerons demain. Quand on voit les propos qu'elle tient dans une démocratie, mais vous pouvez compter sur nous. Plus sérieusement, tout est dit, quoi. C'est une contre-vérité, et de la part quand même de quelqu'un qui a été DGS d'une collectivité territoriale, ça pose de vraies questions. Et je m'en tiens là. Alors juste un point factuel, les employeurs territoriaux ont déposé un amendement pour que les CAP soient maintenus en l'état. Donc là encore, certes il ne s'agit que d'un versant, mais dans notre versant, visiblement tout le monde est d'accord pour dire que... Pour vous donner un scoop, même à l'Éducation nationale, j'ai entendu des voix qui diraient qu'on pourrait arriver à maintenir certaines pré-CAP, au moins pour maintenir le peu d'échanges et de dialogue social qu'il y a, pour vous dire à quel point les gestionnaires RH sont demandeurs et ils ne comprennent pas du tout l'objectif. Vous voyez que c'est complètement aberrant. Non, mais ça paraît tellement évident pour ceux qui ont un peu des pratiques administratives, on va dire. Pourtant, il y en a quelques-uns encore des fonctionnaires dans cet hémicycle. Bon, il y a beaucoup plus de chefs d'entreprise, mais il y a quand même encore un peu de fonctionnaires. Il n'y a toujours pas d'ouvriers, mais il y a encore des fonctionnaires. De se dire que bon, ça va être grand n'importe quoi, ça va générer sans doute plus de contentieux et de difficultés c'est évident qu'autre chose que le système actuel. Par contre, là où il y a vraiment peut-être des marges de progression, c'est de se dire, à un moment donné, qu'on ait une discussion globale sur la mobilité avec les enjeux de service, avant de faire le listing sur machin A, B, etc., et qui va passer, ça pouvait être pas mal aussi, quoi. Parce qu'aujourd'hui, des fois, il y a des CAP, c'est parfois un truc un peu hors sol, juste sur les critères et sans prise en compte. Vous le faites en tant que syndicat, je parle pour l'administration, c'est à l'État, quoi. Bon, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce résultat de CAP, quoi, en disant, bah voilà, tel service, c'est vraiment un enjeu très lourd, celui-là, il faut vraiment le renforcer, etc. Là, on peut assumer qu'il y a un petit creux, qu'il y a une vacance à l'emploi, là, c'est plus compliqué, etc. C'est-à-dire que les enjeux de gestion prévisionnelle des emplois et les compétences, truc qui n'est jamais fait, tout le monde parle, mais moi j'avais vu, c'était peut-être ça aussi l'enjeu de progression. Ouais. On est d'accord.
Ça, je vais être rapide parce que c'est tellement évident. CT-CHSCT, le premier truc qui saute aux yeux, c'est donc la fusion qui se transforme en comité social d'entreprise. Là, ça va être comité social territorial, comité social d'État, comité social hospitalier. C'est exactement la retranscription de la loi El Khomri avec la création des comités sociaux d'entreprise. Une des conséquences. El Khomri, c'est Pénicaud ou Macron. Oui, ou Pénicaud, pardon. Oui, c'est dans la logique. C'est vrai, tout à fait. C'est l'acte 2. Tout à fait. Une des conséquences qui est pour le coup pas du tout visible ni pour les agents ni pour un certain nombre de monde politique, c'est que ça va nous réduire et ça va entériner ce que par ailleurs on dénonce profondément, qu'on soit dans les organisations syndicales, dans la population, dans les non-syndiqués, etc., c'est-à-dire la professionnalisation entre guillemets des syndicalistes. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'avec cette création de comités sociaux, ce ne sera plus comme aujourd'hui, on a une instance CHSCT sur laquelle on mandate un certain nombre de camarades. Il va falloir que dans les CHSCT qui seront créés, donc avec des seuils, les seuils ils sont vraiment, ils sont faits, et en plus facultatifs, pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de création de CHSCT de partout. Ça, dans le territorial, c'est une évidence. Mais en plus, il va falloir qu'on jongle sur les mêmes camarades qui doivent être élus dans ces comités sociaux et donc éventuellement mandatés sur les CHSCT sur lesquels ils seront amenés à intervenir quand ils existeront. Les nécessaires double casquette. Voilà. Et donc c'est comme dans les comités d'entreprise, nous les retours qu'on a des camarades dans le privé, c'est que ça devient complètement intenable. Et aussi, bon, là, par exemple, on a l'exemple du calendrier serré contre cette loi. Imaginez un calendrier comme ça tout le temps pour les agents et les syndicalistes. Voilà. Non, mais justement, là, aujourd'hui, on est dans une situation où on permet de mieux défendre les agents parce qu'on peut mandater d'autres camarades qui ne sont pas élus dans les CT aujourd'hui. Il y a les camarades élus en CT et puis il y a ceux que l'organisation mandate. Ça change les règles du jeu, ça a une importance sur les conséquences derrière. Deuxième conséquence, évidemment, c'est donc la disparition dans un grand nombre programmé de CHSCT ou la peu de création probable. Je vais vous donner un exemple parce que les exemples se multiplient dans la territoriale malheureusement, comme à la Poste et chez Orange. Je ne sais pas si vous en faites le constat aussi, mais nous, on est quand même très et trop souvent alertés sur les cas de tentative ou suicide. Je vais vous donner un exemple dans la ville de ce cher monsieur Dussopt, en Ardèche, à Joyeuse. Collectivité mairie de Joyeuse, tentative de suicide. Aujourd'hui, nos camarades ont pu agir parce qu'ils ont fait demander une expertise sur l'organisation du travail, ce qui a été fait et qui rend, donc c'est un cabinet extérieur à l'administration et qui rend un avis incriminant effectivement l'organisation du travail de cette mairie et les harcèlements qui y sont provoqués, qui y sont faits, et qui du coup statue en faveur de l'agent en disant oui, l'accident, donc le suicide est bien imputable au service. Demain, ce n'est plus possible. Donc demain, on a un agent qui se suicide sur son lieu de travail, le CHSCT, s'il n'existe pas, il ne peut même pas être saisi, quoi. Donc après, comment on fait ? Voilà. Oui, une autre façon de le dire, le seuil des 300 agents, qui est celui, là aussi, des CSE, c'est privé à environ 400 000 agents de la fonction publique territoriale d'une formation spécialisée demain, sécurité, conditions de travail. Les CHSCT ont été créés tels qu'ils sont en 2014 dans les collectivités territoriales. On va les supprimer, là, même pas 8 ans après, sans avoir fait l'évaluation de ce que ça va être produit. Et à notre sens, si on avait fait l'évaluation, il y a beaucoup de choses positives. Ça a obligé toutes les collectivités à prendre en compte la dimension sécurité au travail, ce qui n'est pas qu'un mot dans les collectivités territoriales où il y a bon nombre de métiers dangereux, les métiers techniques et aussi des métiers
ou dangereux ou pénibles. Hein. Je peux reparler des EHPAD, mais c'est vrai dans d'autres métiers. Donc voilà, pas d'évaluation de toutes les conséquences positives qu'avait eu la création de ces CHSCT dans toutes les collectivités de 50 agents. Et là, on décide de revenir à 300 parce que, alors là, pure idéologie, hein, il faut copier le privé. Alors que justement... Idéologie, dogmatisme. Idéologie, ça peut avoir du goût. Comme vous voulez. Mais alors que, à notre sens, ce qui avait commencé à se mettre en place, qui n'était sans doute pas abouti dans bon nombre de collectivités, ne pouvait que progresser. Et donc là, on casse une dynamique. Et une dynamique sur un sujet fondamental, quoi. La sécurité au travail. Et les conditions de travail, mais ne serait-ce que la sécurité. Et pour compléter l'argumentation de Sylvie, mandater les mêmes personnes, c'est en plus mandater des gens qui ne seront pas forcément bons dans l'ensemble de leurs prérogatives. Actuellement, on a beaucoup de militants qui se spécialisent au CHSCT parce que vraiment c'est quelque chose qu'ils aiment travailler et qui sont moins à l'aise sur les autres prérogatives des CT aujourd'hui et vice-versa. Et puis, par pitié, quoi, laissons aux organisations syndicales la liberté de mandater leurs représentants sans leur imposer ce qui serait bien, ce qui serait pour le bien des agents. On peut peut-être en juger dans la désignation des élus des formations spécialisées. Et ça, juste sur cet aspect-là de désigner, même dans la formation qui prévoit la sous-commission CHSCT, ils vous proposeront même pas de pouvoir désigner les... On a droit de désigner actuellement que les suppléants, pas les titulaires. Ils veulent nous obliger à ce que, pour qu'il y ait une... Alors, l'argumentaire du gouvernement, qui n'est pas idiot, pour qu'il y ait une cohésion entre le futur CST et la formation spécialisée, il faut que les titulaires de la formation spécialisée soient des membres du CST. Soit, mais cette cohérence-là... au lieu qu'elle nous soit prescrite, à nous d'en décider, quoi. Oui. Ou à nous de l'assurer, par des membres communs, ou par l'existence d'une section syndicale qui se réunit régulièrement. Oui, mais là-dessus, ils n'ont pas voulu lâcher. Non. Mais à l'origine... Non, et amendement déposé. À l'origine, il n'était même pas question d'une commission. À l'origine, il était question qu'une fusion simple, sans commission. C'est que... Tu vois qu'on a réussi à faire bouger des lignes. Donc uniquement là-dessus, il a bien insisté, là où tu as raison, c'est que notre argument a été très fort sur le fait que les compétences techniques des actuels membres des CHSCT ne sont pas celles des élus politiques du CT. C'est pas le même rôle. Et là, moi, sur un plan strictement personnel, j'appuie tout à fait de ce que tu as dit, la dynamique dans la fonction publique d'État, mais c'est très récent, c'est-à-dire l'efficacité des CHSCT, en particulier dans la partie égalité hommes-femmes, le sexisme et le harcèlement sexuel ou le harcèlement tout court, ce n'est que récemment que les élus du CHSCT ont acquis une certaine expérience, dont j'en fais partie d'ailleurs, et qui fait que petit à petit on a été efficace dans ce domaine. Donc on était parti sur une lancée avec des compétences qui faisaient qu'on était efficace, puisque même nos DRH le reconnaissaient, puisqu'ils renvoyaient vers nous les agents qui ne savaient pas où aller. Donc ça prouvait bien qu'il y avait quand même un lien qui s'était créé. Et là, du jour au lendemain, hop, on coupe tout ça, et l'élan est complètement coupé. Donc là, il y a une incohérence totale, parce que sur le plan... Alors, on va économiser des heures, ça c'est clair. On va économiser les fameuses heures dont ils parlent, d'ailleurs qui monétisent de toute façon... Quand on voit que c'est à 40 000 € brut l'année, je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe, mais... C'est pour vous dire que c'est vraiment, c'est contre-productif. Ouais, non, ça c'est vraiment un des points les plus graves dans la loi. Il est en complète contradiction avec le progrès qu'on veut, enfin, que tout le monde affiche, là pour le coup. Sans compter que vous avez bien promis que pour ces élections, on ne toucherait pas au CHSCT. La DGFP, quand on a commencé à travailler sur les élections professionnelles, je reprends M. Le Goff qui nous a dit le gouvernement ne touchera pas aux instances pour ce mandat, mais ça sera le dernier. Un an après, on est dedans. Ils feront une application
À la prochaine date des élections pro. Je sais pas, on n'a pas encore travaillé. Si, c'est l'article 33, mais j'avoue que je ne l'ai pas retravaillé. Le 36 maintenant. 36 maintenant. Sur l'entrée en vigueur. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait sur ouais. ce qu'ils font sur le projet de loi. Par contre, sur le CAP, c'est avant 2020. Oui, ouais, non, Puis se pose quand même juste la question des élections intermédiaires qui continuent de courir, réorganisation territoriale ou autre. Voilà, donc là encore, en termes d'équité, parlons simplement de ce terme-là, mais s'il y avait vraiment un secteur d'activité qui méritait pleinement la mise en place d'une instance dédiée sur les conditions d'hygiène et de sécurité, parce que absence de prise en compte de la pénibilité, parce que près de 80% d'agents catégorisés soumis à des facteurs de pénibilité, point de suspension, c'est bien la fonction publique. Mais on n'a pas été beaucoup entendu sur ce sujet. Du coup, je vous propose, pour conclure, pas forcément rapidement, mais conclure, que vous puissiez me faire un petit tour de table de chacun vos propositions les plus fortes sur si vous aviez dû conduire une réforme de la fonction publique. Quelles sont les choses importantes que vous auriez aimé y voir figurer? Nous, on est très respectueux de l'ordre de représentativité. Alors, de temps en temps, ça rend service. Ah non, mais c'est pas du tout dans ce sens-là, mais... Oui. Bah, ça va être simple, je vais reprendre ce que j'ai dit quasiment en introduction. C'est que, d'une part, il faut déjà se référer au texte existant, donc aux 4 titres qui constituent la fonction publique aujourd'hui. Dans chacun, il y a un certain nombre de choses qui sont quand même assez garantes de ce que j'ai développé. Sur les améliorations à faire directement à partir de ces textes-là et pas à partir de ce texte-là, il faut quand même renforcer, y compris encore plus qu'aujourd'hui, justement les prérogatives dans les CHSCT. Il faut, en termes de propositions complémentaires, élaborer une loi à part entière sur l'égalité femmes-hommes. Il faut supprimer un certain nombre d'articles qui aujourd'hui permettent le recrutement abusif de contractuels. Je pense notamment que l'article 41 de la loi de 84, du 26 janvier 84, suffit largement à encadrer un certain nombre de recrutements, par exemple sur les postes de haute direction. L'article 3, dans sa version initiale, suffit largement à encadrer les motifs de recrutement des contractuels, et y compris justement, surtout pour pallier à des manques momentanés ou durables sur quelques mois d'agents fonctionnaires absents. Il faut renforcer la formation professionnelle, donc la formation initiale pour tous les agents, la mise en stage des agents qui sont encatégorisés dans la fonction publique territoriale. Ils peuvent accéder sans concours au poste de titulaire, quand même. C'est une grande majorité d'agents contractuels aujourd'hui qui sont dans une situation complètement ubuesque. Le statut permet qu'ils soient titularisés en stage et c'est pas fait. On renouvelle leur contrat. Rien que ça serait déjà un énorme bond contre la précarité. Sur la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, si on veut la renforcer, il faut renforcer le budget qui va avec, qu'on demande qu'il soit porté à 3% aujourd'hui, alors qu'il a déjà été réduit sous cette mandature à l'exemple identique de Sarkozy, c'est-à-dire rabaissé de 1 à 0,9%. Ça peut paraître peu, mais c'est important. Donc 3% de la masse salariale, et avec effectivement aussi pour les agents non titulaires, un meilleur accès qui soit donné avec décharge et remplacement de ces agents quand ils partent en formation, pour qu'ils puissent bénéficier des formations notamment initiales. Et puis continuer à négocier aussi sur cette histoire de rémunération, parce que la fonction publique, elle ne pourrait être attractive que si on renforce vraiment les rémunérations des agents fonctionnaires. Et enfin, pour conclure un peu mon tout, je dirais qu'il faut inverser la vapeur et la tendance aujourd'hui sur la vision de ce que c'est le fonctionnaire aujourd'hui et au service
je le redis, de la population et des élus. Et surtout, avant des élus, même d'ailleurs, et au service vraiment de la politique républicaine qui doit être menée, et au service de l'intérêt général. Avant de parler de la loi qu'on aurait voulu ou des évolutions qu'on aurait souhaitées, je vais quand même vous parler d'un point qui nous déplaît aussi beaucoup dans ce projet de loi, c'est celui sur le temps de travail à la territoriale et les 1607 heures. On vous laissera l'amendement qu'on revienne aux 35 heures par semaine qui sont la seule norme qui nous semble valable et il nous semble que les employeurs territoriaux, là pour le coup, sont assez grands pour décider ou négocier avec les organisations syndicales du nombre de jours de congé dans l'année. Et bon, sur les cycles de travail, c'est fait, le travail est fait, régulièrement fait dans les collectivités. Je crois qu'elles n'ont pas là non plus de leçons ou d'ordre à recevoir de quiconque. Mais par pitié, le nombre de jours de congé, pourquoi on ne négocierait pas dans les collectivités comme on le négocie dans chaque entreprise? Alors, si j'arrive aux dispositions qu'on aurait voulu, retravailler effectivement, alors que les fonctionnaires, alors ça se met pas dans une loi, mais effectivement si on arrive à faire passer l'idée que les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés, ce qui vu de la territoriale est quand même très, semble très irréel, mais soit vu comme des travailleurs au service de l'intérêt général, ça nous semblerait un combat utile à gagner et justement dans ce sens-là, retravailler sur le sens du service public avec les agents au travers des formations, au travers de l'engagement de départ, ça nous va bien. En face, il faut qu'il y ait une reconnaissance du dit engagement qui est très largement réel, c'est-à-dire un maintien à tout le moins de leur pouvoir d'achat et puis au fur et à mesure de l'acquisition d'expérience, de responsabilité, et bien des avancements d'échelons de grades et des promotions sans butoir excessif, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut retravailler. Les promotions sont possibles selon le nombre de recrutements. Vu les recrutements qu'il va y avoir demain, on voit le nombre de promotions qui ne vont pas être possibles. Donc effectivement, cette reconnaissance-là, elle manque dramatiquement aujourd'hui à la motivation des fonctionnaires territoriaux qui n'ont pas leur motivation que là, fort heureusement, mais qui quand même mériteraient un minimum de reconnaissance. Le deuxième point, à part cette reconnaissance de carrière statutaire et en termes de pouvoir d'achat, c'est la formation professionnelle. C'est vrai que les choses bougent, c'est vrai que les demandes des citoyens évoluent et évoluent rapidement, le monde évolue rapidement, et donc les fonctionnaires sont amenés à évoluer eux aussi. Donc il faut qu'ils aient accès, alors je vais répéter ce que dit Sylvie, mais c'est pas grave, c'est important. Il faut qu'il y ait une formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle, suffisante et importante. Et aussi, quelque chose qui n'est pas du tout dans le projet de loi, et pourtant on le demande depuis longtemps, et pourtant c'est urgent, des formations qui aillent jusqu'à la transition professionnelle. Alors les transitions professionnelles, elles sont soit souhaitées par les agents parce qu'on peut avoir envie, au bout de 20-30 ans, de changer de métier, soit parce que l'usure professionnelle guette, parce qu'il y a des métiers sur lesquels on a du mal à l'éviter, cette usure professionnelle, même si on préfère la prévenir, et qu'il faut passer à un deuxième métier, soit parce qu'effectivement il y a des restructurations voulues, pas voulues, et qu'il faut que l'agent change de métier. Pour ces trois raisons-là au moins, il faut qu'il y ait un accompagnement sur les transitions professionnelles, et ça c'est totalement absent du projet de loi, des dispositions existantes, et ça nous paraît hyper urgent. Sur votre question, qui est pour nous une question essentielle, d'abord, permettez-moi de le rappeler, nous on réaffirme devant vous qu'il y a urgence à retirer ce projet en l'état actuel et d'ouvrir de vraies négociations avec toutes les actrices et les acteurs, et dont en particulier les représentants des personnels. Nous, ce qu'on poserait volontiers en préambule,
une nouvelle fois, parce qu'on le fait de manière un peu constante au sein de la Fédération autonome, pas de manière dogmatique, mais parce que pour nous ça a vraiment du sens. Notamment, nous l'avons réaffirmé auprès de M. Darmanin et M. Dussopt lorsque la thématique action publique avait donc été lancée, avec le fameux forum de consultation à la fois citoyenne et puis des usagers. C'était un grand débat avant grand débat sur les enjeux fonction publique. Ça nous a conduit, cette petite affaire, et on avait souhaité qu'en introduction, il y ait la première image d'accroche. Quand on se connectait sur ce forum, c'était le service public dans notre pays, c'est ça. Et notamment qu'on puisse l'évaluer en matière de richesse. Alors pas forcément de richesse, très concrètement, ça rapporte quoi un service des eaux géré dans le secteur public, ça rapporte quoi un hôpital, mais qu'est-ce que c'est que la plus-value finalement d'un service public tel qu'on a su le construire depuis le Conseil national de la résistance et ainsi de suite. Voilà. Juste pour se remettre un petit peu en face de l'existant et puis voir si on reste attaché à cela ou pas. Donc pour nous, ce qui, de notre point de vue, et bon sang, on ne manque quand même pas d'instances dans ce pays entre la Cour des comptes, entre France Stratégie, enfin bref, je ne vais pas ici toutes les énumérer, mais mandater une instance qui pourrait avoir un travail de fond objectif sur la valeur ajoutée dans un pays comme le nôtre aujourd'hui que représente le service public, ça n'a jamais été fait, très sincèrement. Et je pense qu'on ne manque pas d'économistes pointus, toutes tendances confondues, qui pourraient nous apporter de vraies réponses sur ce sujet-là. Ça nous semblerait plus préalable. Juste un élément, c'est que quand on n'a plus le service public, là, on comprend ce qui manque. Les gens sont faits. Et vous avez raison de le dire. Ouais, le service public, on se rend compte seulement quand il est. C'est quand on l'a plus. Mais enfin, on donne des exemples, on a pour habitude de le faire à la fédération, ils valent ce qu'ils valent, et puis c'est pas du tout exhaustif. Hein. Il y en a un peut-être qui nous parle un peu aux uns et aux autres. Vous êtes victime d'un accident vasculaire cérébral sur la voie publique. Quelle que soit votre situation sociale, vous êtes pris en charge par les services de secours d'urgence. Quand vous arrivez dans l'hôpital, vous êtes tout de suite dirigé vers un service de neurochirurgie vasculaire et l'équipe ne regarde pas votre solvabilité, elle regarde le diagnostic et à partir de là, on déduit quels sont les moyens qu'il faut mettre à votre disposition par rapport à vos besoins de citoyens. Vous quittez l'hôpital au bout de 6 à 8 semaines, ou plus longuement, et ainsi de suite après une rééducation. Vous reprenez une activité professionnelle normale. Bon sang, si ça ne peut pas être mesuré, et si on n'y a pas intérêt collectivement à encourager et à maintenir efficacement ces aspects-là, parce qu'à l'inverse, quelqu'un qui n'est pas pris en charge dans de bonnes conditions, ou quelqu'un vis-à-vis de qui on commence à s'interroger sur mais en fait il va pouvoir payer ou pas pouvoir payer, parce que ça peut mener quand même assez loin cette petite affaire de prise en charge en chirurgie neurovasculaire. Alors sur la prise en charge médicale, on ne le fait pas encore, mais sur le temps passé dans le lit, on le fait déjà. Avec quelques petits... D'où l'urgence peut-être d'arrêter d'arrêter tout ça à ce moment-là. Bon, tout ça pour dire que selon l'option qu'on retient en matière de choix de société, c'est pas neutre, et y compris c'est pas neutre sur comment on accompagne quelqu'un qui, suite à un AVC, se retrouve pendant le reste de sa vie dépendant ou dépendante. Là encore, comment on gère la dépendance, hein, c'est soit chacun en fonction de ses moyens, soit la société n'a pas d'autre choix que d'accompagner ces gens-là. Et là on se dit, bon sang, si on avait eu des services d'urgence réactifs, les bons moyens au bon moment. Bref, voilà. C'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais qui nous apparaît particulièrement prégnant. Donc, premier élément qui pour nous est un élément indispensable. Sur le chiffrage de la prévention, on n'a jamais... Oui, pareil. C'est pas mal. Alors, il y a un vrai travail autour de ça. On n'est pas en train de dire que voilà, bon. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique pour ça? Non. Ça, c'est clairement non. Et quand je dis ça, je ne m'adresse pas à vous par rapport à ce que vous représentez, mais globalement, non, mais voilà. On en est encore un peu loin, et nous on le réaffirme en tous les cas, chaque fois qu'on en a la possibilité, on le réaffirme. Mais c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour la culture, enfin je veux dire, on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce que demain, une société qui n'a plus de culture accessible en matière de services publics, quoi. Parce que les bibliothèques gratuites, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est permettre quand même à toutes et tous de pouvoir avoir accès à la culture, quoi. Et voilà, alors, encore une fois, pour nous ça a du sens. Ça a forcément un coût, c'est clair, mais je crois que c'est Sylvie qui l'a évoqué. Est-ce que c'est pas aussi à mesurer en termes d'investissement? Pour nous, c'est le préalable. Une fois qu'on a fait ça, on décide jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour continuer dans cette direction-là. On peut aussi se rappeler qu'à l'époque, quand même, où tout ça, ça a été construit, globalement, les richesses qu'on avait à partager, elles étaient quand même moins importantes que celles qu'on a à partager aujourd'hui. Donc, ceux qui nous vendent l'idée selon laquelle la situation de la France aujourd'hui ne nous permet plus d'assumer un service public à ce niveau-là,
moi je ne suis pas économiste, enfin, toute la table, en tous les cas pour l'AFA, on n'a pas cette prétention, mais je suis bien sûr que si on regarde de manière un peu fine ce qui se passait voilà, dans les années qui ont permis la mise en place de tout cela, il y avait forcément plus de richesses à redistribuer. Par contre, il y avait une vraie volonté citoyenne et puis politique de dire allez banco, on va vers un plus grand partage.